Juste rappeler que Nicole Nesotto est donc professeure du CNAM, titulaire de la chaire Europe, vice-présidente de notre Europe, Institut Jacques Delors. Vous reconnaissez n'avoir aucune expérience du volontariat au sens où on l'entend, et je crois que c'est aussi ce qui fera l'intérêt de votre intervention, qui va nous dresser le décor, le contexte lié à la mondialisation. Il faut rappeler que votre venue a été très largement inspirée par la lecture d'Edith et d'Alain d'un article que vous avez publié dans un numéro spécial de la revue Esprit. C'est un peu le point de départ de votre venue ici. Article d'un dossier sur le nouveau désordre mondial. Merci de votre invitation. C'est vrai que j'avais dit à Sylvain Allemand au téléphone que je me sentais un peu comme un béotien dans ce colloque, mais je suis ravie de confronter les expériences et les mondes différents. Je vous remercie de votre invitation et de vos saines lectures estivales, puisque je comprends que c'est comme ça que je suis arrivée ici, grâce à ce numéro de la revue Esprit. Moi, je suis membre du comité de rédaction de la revue Esprit depuis plus de 30 ans maintenant. Et j'avais proposé à la direction de faire ce numéro spécial sur le nouveau désordre mondial. À quel titre ? Bon, d'une part, oui, comme vous l'avez dit, moi je suis professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, mais ce n'est pas à ce titre-là que j'ai coordonné ce numéro. Je suis plutôt une spécialiste des questions stratégiques et de défense. J'ai été membre de la commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité de la France l'année dernière. J'ai été directeur adjoint surtout de l'Institut de sécurité de l'Union européenne que l'Union avait créé en 1999, quand Javier Solana avait été nommé le premier haut représentant pour la politique étrangère, la sécurité et la défense. Et j'avais créé donc, et dirigé cette agence sur les questions de défense pour l'Union européenne. Et c'est dans cette agence, d'ailleurs, que nous avions fait un travail, je dis ça en introduction, parce que c'est lié un peu à vos travaux de prospective. Les ministères de la Défense, donc à l'époque c'était les 15 ministres de la Défense, nous avaient demandé de faire une étude un peu prospective sur comment va le monde, comment ira le monde dans 20 ans, parce que l'objectif, c'était de voir si on pouvait harmoniser les besoins en matière d'armement et la production européenne en matière d'armement. Et donc, nous avions eu mandat de faire ce travail, et pour cela, nous avions engagé toute une équipe de jeunes chercheurs, et nous avions lu 400 documents prospectifs de par le monde, dans toutes les langues, émanant aussi bien, alors bien sûr, des États, des ministères, des services de renseignement, mais également des banques, des ONG, des compagnies d'assurance, des grandes entreprises, et dans 4 grandes langues de la planète, de façon à faire de la prospective, non pas sur le terrain, mais de la prospective, si je puis dire, littéraire, c'est-à-dire de voir dans l'ensemble de ces visions du monde ce qui était cohérent et ce qui divergeait d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Et nous avions produit un rapport formidable que, dans leur grande sagesse, les ministres de la Défense avaient mis dans le tiroir, parce que nous donnions une vision du monde qui n'était pas une vision sereine, pas une vision idéale, et qui ne permettait très peu d'anticipation stratégique. Il se trouve que Robert Laffont a publié cet ouvrage en 2007, ça s'appelle Le Monde en 2025, et Pascal Lamy avait fait la préface de la version française. Et donc c'est surtout à partir de cette expérience-là que j'ai animé le numéro d'Esprit de cet été, et que je vais faire quelques mots d'introduction aujourd'hui sur le nouveau désordre mondial, sachant que tout ce que je dis est évidemment sujet à caution, puisque la seule certitude que nous ayons sur l'évolution stratégique du monde, c'est que nous ne savons pas grand-chose, et que le facteur d'incertitude est devenu aujourd'hui le facteur essentiel pour décrire cet environnement international. Nous sortons d'un monde, celui de la guerre froide et même celui de la post-guerre froide, qui était relativement dangereux, mais assez prévisible. Il y avait énormément de canaux d'anticipation entre les adversaires pour permettre d'anticiper les crises possibles. Et nous sommes entrés avec la mondialisation dans un monde absolument imprévisible, où l'accélération du temps est manifeste, et surtout où il n'existe pas, ni entre les grandes puissances, ni entre les différents acteurs, y compris non étatiques, de la sécurité internationale, suffisamment de canaux de dialogue et d'anticipation qui permettent d'anticiper les crises, qui fait qu'on n'a absolument rien vu venir, ni le printemps arabe, ni
le retour de la Grande Russie, ni la montée en puissance de Daesh en Syrie, en Irak, etc. etc. Donc, c'était une tentative de décrire un peu ce monde-là, et donc j'ai 3 points dans cette présentation. Un premier point peut-être un peu général sur la mondialisation, parce que nous sommes quand même dans la mondialisation, qui est un mot que tout le monde utilise, mais personne ne sait exactement définir, et c'est ça d'ailleurs qui fait la complexité du monde dans lequel on vit. Mais moi, ce que je voudrais dire sur la mondialisation et ses impacts politiques, c'est que la mondialisation, évidemment, n'est ni mondiale ni globale. Et qu'à partir du moment où on a compris ça, on a compris beaucoup des tensions qui existent aujourd'hui dans le monde. C'était une des choses que nous avions mis en exergue dans notre rapport pour les ministres de la Défense, et c'est ce qui ne leur avait absolument pas plu. Mais la mondialisation n'est pas mondiale parce qu'elle ne concerne pas tous les pays de la planète, et elle n'est pas globale parce qu'à l'intérieur des pays développés, elle ne concerne pas toutes les catégories socio-professionnelles. Et c'est un des grands paradoxes de la mondialisation aujourd'hui, c'est qu'elle implique, elle signifie un accroissement considérable de la richesse du monde. Globalement, le monde s'enrichit à peu près de 4% par an depuis 30 ans, donc un accroissement historique de la richesse planétaire, mais simultanément un accroissement historique des inégalités dans le monde. Donc le monde est de plus en plus riche, mais la différence entre les riches et les pauvres augmente entre les États, mais aussi à l'intérieur de nos États. Et ça, c'est à la fois difficile à comprendre et essentiel à comprendre si on veut essayer de tracer une carte de l'insécurité future. Parce que, en gros, si on fait un tout petit peu d'anticipation stratégique, en fait, la carte de l'insécurité, elle va suivre les échecs de la mondialisation. Et c'est vrai au niveau planétaire comme à l'intérieur de nos États. Au niveau planétaire, on a des incertitudes sur les 3 grandes zones évidentes qui sont le monde russe, le monde africain et le monde arabo-musulman, avec un tout petit peu plus d'optimisme pour le monde russe et, en tout cas pour ce qui me concerne, aucun optimisme pour la réussite du monde africain et arabo-musulman dans la mondialisation. Je pense que les conditions ne sont pas là, et en particulier que les conditions politiques ne sont pas là pour qu'ils réussissent le pari de rentrer dans la mondialisation. Les Russes, c'est un peu plus ouvert. Et à l'intérieur de nos États, la carte des échecs de la mondialisation, c'est ce qu'on appelle des exclus de la mondialisation. Donc, effectivement, des violences urbaines, des violences sur des catégories socio-professionnelles paupérisées par la mondialisation, les petites classes moyennes, et puis, bien sûr, tous les immigrants qu'on a du mal à intégrer dans les vieilles nations européennes. Donc, j'insiste sur ce premier point parce que la mondialisation n'est pas un phénomène uniforme et harmonieux, en vertu duquel, petit à petit, tous les pays de la planète s'enrichiraient et toutes les catégories socio-professionnelles de nos pays développés, finalement, s'enrichiraient de sorte que nos enfants seraient mieux lotis que l'ont été nos parents. C'est pas ça. Et cette tension entre un monde de plus en plus riche et des écarts de richesse de plus en plus grands entre les pays et à l'intérieur des pays, c'est ce qui fait le caractère un peu explosif aujourd'hui de la mondialisation. Je prends juste un exemple. D'après les rapports de l'ONU, c'est un chiffre qui est beaucoup cité. L'ONU considère que la mondialisation a un des effets positifs qui est de réduire très fortement la pauvreté dans le monde, avec moins 400 millions de personnes depuis 1980 qui sont issues de l'extrême pauvreté définie par les Nations Unies comme des gens qui vivent avec moins de $1 par jour. Donc moins 400 millions de gens au niveau planétaire, c'est effectivement historique. Mais quand on regarde les chiffres, c'est évidemment très inégalement réparti, et ça ne concerne absolument pas le continent africain, où sur la même période, depuis 80, le nombre de pauvres, c'est-à-dire de gens qui vivent avec moins de $1 par jour, a tout simplement doublé. Et donc, tout ça, encore une fois, quand on regarde les grandes masses, on a l'impression d'une mondialisation heureuse. Quand on regarde les diversifications par pays et par catégorie socio-professionnelle, on a quand même plutôt le sentiment d'une mondialisation quand même assez explosive. Donc ça, c'est le premier point. Pareil pour les pays, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, 25 pays seulement capitalisent 80% du commerce mondial. Ce qui veut dire que la mondialisation est quand même très inégalitaire et qu'une bonne partie de la planète est quand même laissée en dehors de cet enrichissement planétaire. Mais ça, c'est la toile de fond, parce qu'à partir de cela, de cette vision d'une mondialisation différenciée selon les continents,
Et on peut tirer un certain nombre de conséquences pour la stabilité ou l'instabilité à venir. Ça, c'est mon deuxième point, et mon deuxième point concerne l'attitude des Occidentaux, et en particulier des interventions occidentales dans les crises, dans la stabilisation des crises de la planète. Pour les Occidentaux, la mondialisation, c'est un très grand paradoxe, puisque c'est à la fois une très grande victoire de l'Occident, puisque le modèle occidental d'économie de libérale de marché est devenu l'unique modèle de développement économique sur la planète, à part pour la Corée du Nord. Mais c'est aujourd'hui donc la victoire absolue du modèle occidental d'économie de marché qui a été adopté par les deux mondes communistes européens et asiatiques en 1985. Donc pour l'Occident, la mondialisation est une immense victoire, mais cette victoire se traduit par une fragilisation très grande de l'Occident lui-même de deux façons. La première façon, c'est démographique. Aujourd'hui, un habitant sur deux est asiatique sur la planète, ce qui, déjà en termes de puissance, donne une grande indication. Et d'ici, dans les rapports des Nations Unies, d'ici 2050, 2 habitants sur 3 seront asiatiques. Les Européens, aujourd'hui, on est 7% de la population mondiale. On était 20% de la population mondiale, 22% à la fin du 19e siècle, au plus fort de la conquête coloniale de l'Europe. On était 22% de la population mondiale. C'est exactement ce que pèse la Chine aujourd'hui. Et nous, on est réduit à 7%. Et avec les Américains, ensemble, cet Occident riche, développé, prospère, le vieil Occident industrialisé, on est à peu près à 9% de la population mondiale. Et donc, il y a de facto, quantitativement, une marginalisation démographique de l'Occident, mais ça se traduit. Alors, ça ne se traduit pas encore sur le plan économique, où la montée des pays émergents, pour l'instant, ils assurent pour l'instant 38% de la richesse mondiale et du commerce mondial, mais donc ils n'ont pas encore délogé l'Occident comme première puissance de production de la richesse mondiale, mais ça va venir. Vous savez que le FMI a classé la Chine l'année dernière comme 2e puissance économique du monde, devant le Japon et juste derrière les États-Unis. Mais en revanche, sur le plan politique, cet affaiblissement démographique de l'Occident, cette relativité de la puissance de l'Occident, a un certain nombre d'implications, qui est tout simplement la relativisation de la puissance et de la perception de puissance, surtout des Occidentaux. Je vais m'expliquer dans une seconde, mais l'idée, c'est qu'on a une espèce de temps historique très très long qui dit que pendant 4 siècles, à peu près du 16e au 19e compris, l'Europe a dominé le monde. Pendant 1 siècle, l'Amérique a dominé le monde, le 20e siècle, et depuis, on ne sait pas où passe la puissance. C'est ce que Samuel Huntington disait que la puissance passe from the west to the rest, de l'ouest vers le reste du monde. Mais personne ne sait ce qu'est le reste du monde. Et aujourd'hui, on a un sentiment très fort en Occident de dilution de la puissance des États, dont on ne sait pas trop où elle va, et qui a une application très très forte, qui est la poussée abstentionniste des grandes puissances occidentales. Aujourd'hui, devant les crises de la planète, et je redeviens concrète, il y a un peu partout, sauf bizarrement en France, une espèce de réflexe abstentionniste par rapport à la tradition occidentale, qui a été plutôt une tradition interventionniste, voire gendarmiste, sur les crises de la planète. Et ça, c'est fini. On est entré dans un système plutôt de ce que certains appellent, en particulier Pierre Asner, l'impuissance de la puissance, c'est-à-dire où le leadership relatif. Même Obama lui-même attend pour les États-Unis un leadership from behind, un leadership en arrière-scène, pas une première position de puissance. Et c'est tout à fait nouveau dans la mentalité des Occidentaux. Pourquoi ? Et ça, c'est quand on regarde en tout cas les crises aujourd'hui. Sur la Syrie, la grande surprise de tout le monde a été le refus des Américains et des Britanniques à l'été 2013 d'intervenir alors qu'il y avait usage avéré d'une arme chimique par la Syrie, donc violation du droit international, refus du Congrès américain et de la Chambre des communes britanniques. Sur l'Ukraine, on voit très bien que les États-Unis sont très en arrière de la main
Et au dernier sommet de l'OTAN, on fait tout à fait comprendre qu'il n'y aurait aucune opération militaire sur le territoire hors de l'OTAN. Sur Daesh et la montée des terrorismes intégristes, bon, les Américains ont été obligés de prendre la tête d'une coalition internationale, mais extrêmement à contre-cœur et pas du tout avec l'armada qui avait été celle de la première intervention dans le Golfe en 91. Donc il y a de la part des États-Unis une très grande réticence à l'intervention, parce que la question est à quoi bon ces interventions extérieures? Et c'est le deuxième point dans cette partie-là. On a non seulement une relativité de la puissance des Occidentaux, mais une relativité très grande et nouvelle, totalement nouvelle, de l'usage de la force. Pendant toute la guerre froide, la force était le b.a.-ba de la puissance des États. Aujourd'hui, l'usage de la force est un élément parmi d'autres, mais ça n'est ni le seul ni le premier élément de la puissance des États. Et surtout, l'utilité de l'usage de la force est fortement remise en question. Si vous prenez toutes les guerres depuis 1991, aucune n'a pu être résolue par l'usage de la force. Et les Américains dépensent encore aujourd'hui la moitié des dépenses militaires mondiales. La moitié des dépenses militaires mondiales, ça ne leur sert pas à grand-chose pour régler les problèmes de la planète. Je ne dis pas que la force est inutile. L'usage de la force militaire peut être parfois nécessaire et recommandé, mais il est rarement déterminant et efficace. En tout cas, seule la force militaire n'est plus l'élément déterminant de la puissance. Et quand vous regardez les interventions extérieures que l'on a faites depuis quelques années, la Libye, est-ce qu'on a eu raison d'intervenir en Libye? On voit l'état de la Libye aujourd'hui. L'Afghanistan, on est en guerre en Afghanistan, enfin on a été en guerre en Afghanistan depuis 15 ans, 10 milliards d'aide au développement donnés par l'Union européenne à l'Afghanistan. Pour quel résultat? L'Irak, les Américains ont fait cette guerre en tout cas sans certains Européens, pour quel résultat aujourd'hui, etc., etc. On peut multiplier les exemples comme ça où, depuis l'irruption de la mondialisation, les Américains et les Européens se posent la question de l'utilité des interventions militaires, et le message est très bien compris par les perturbateurs éventuels, c'est-à-dire à partir du moment où les Occidentaux disent nous, on n'a plus très envie, on ne sait pas trop pourquoi on devrait intervenir, on sait que le résultat que l'on compte n'est jamais celui qui finalement arrive. À partir du moment où ce message est donné par la communauté internationale des Occidentaux, eh bien, il est entendu, et Poutine n'aurait jamais, je crois en tout cas, ne serait jamais intervenu en Ukraine s'il n'avait pas perçu de la part du Congrès américain désormais une volonté très grande de ne plus intervenir dans les crises qui ne menacent pas directement la sécurité des États-Unis. Donc ça, je crois que c'est un point très important. La mondialisation, ça veut dire une crise de l'Occident et une volonté abstentionniste très forte de l'Occident, ce qui est un élément qui accroît le désordre mondial, parce que c'est entendu par des gens qui ont des visées de puissance régionale et qui, du coup, n'ont plus trop peur d'une réaction américaine ou occidentale importante. Dernier point sur cette partie consacrée à l'Occident, je crois aussi que la mondialisation et ses échecs dans les interventions récentes aboutissent à une très grande confusion des valeurs de l'Occident. Et je dis ceci parce que c'est une très grande difficulté aujourd'hui, quand on regarde encore une fois l'évolution des interventions militaires et puis des évolutions stratégiques, en particulier au Moyen-Orient. Il est très difficile de définir les intérêts des démocraties occidentales. Moi, si vous avez une définition de ce qu'est notre intérêt vis-à-vis de l'Égypte, on soutient un coup d'État militaire contre un gouvernement islamiste, certes, mais qui avait été normalement élu. Et à long terme, quel est notre intérêt dans le soutien aujourd'hui à ce gouvernement égyptien? C'est difficile à dire. Vis-à-vis de la Syrie, quel est l'intérêt à long terme, bien compris, des Occidentaux à l'égard de la Syrie dans ce contexte extrêmement turbulent aujourd'hui de la Syrie? Et donc, ajoutant à cette difficulté des interventions extérieures, il y a aujourd'hui une réflexion, une très grande perplexité
vis-à-vis des intérêts des Occidentaux et surtout vis-à-vis des valeurs qu'ils défendent. C'est très difficile aujourd'hui de continuer à tenir un discours. Notre politique étrangère a pour objectif de défendre la démocratie et les droits de l'homme dans le monde. Parce qu'objectivement, quand on regarde ce qu'on soutient, ça devient quand même difficile de maintenir que tels sont nos intérêts. Et tout cela ajoute donc à la crise de la gouvernance de la mondialisation. C'est une tarte à la crème de parler de la crise de la gouvernance, mais c'est vrai parce que nos institutions ne sont plus adaptées. Nous avons des institutions de gouvernance qui datent de 45-49, c'est-à-dire la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et si je prends l'ONU aujourd'hui a une double crise à la fois de légitimité parce que les nouvelles puissances émergentes ne sont pas membre permanent du Conseil de sécurité. L'Inde n'est pas un membre permanent du Conseil de sécurité, ce qui est aberrant. Le Brésil non plus ne l'est pas. Il n'y a aucun pays africain n'est représenté. Donc une crise de légitimité, une crise d'efficacité de toute façon, parce que dès que quelque chose les concerne, la Chine et la Russie mettent un veto à l'intervention des Nations Unies. Donc on a une crise des institutions, mais on a surtout une crise des valeurs qui portent ces institutions, parce qu'encore une fois, il est très difficile aujourd'hui de définir exactement quels sont les objectifs ultimes des intérêts des Occidentaux. Ça, moi, je crois, j'espère me tromper, mais je crois qu'on va plutôt vers un immense laisser-faire, sauf si vraiment notre survie existentielle était menacée, mais que sinon, on est entré dans une phase qui n'est plus du tout la phase d'interventionnisme systématique de la présidence Bush, qui est dans une phase d'attentisme et donc de permissivité très grande vis-à-vis des fauteurs de troubles dans le monde. Dernier point, je n'ai pas regardé l'heure, mais vous me direz. Hein. Dernier point, donc la mondialisation n'est ni globale ni mondiale, elle est en tension. Les Occidentaux, dans cette mondialisation, ne savent plus très bien et n'ont plus très envie de faire le gendarme parce que d'une part, il y a beaucoup de coups à prendre, d'autre part, on est ruiné, ça j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même aussi important. Et puis troisièmement, parce que le résultat des interventions militaires n'est pas celui que l'on escompte au départ de l'intervention. Et donc troisième élément, comment peut-on décrire donc ce système international? Et j'ai très conscience en parlant la différence, du différentiel de perception qui peut exister avec l'expérience que vous avez, parce que vous êtes des gens courageux qui allez dans le monde et vous essayez de faire des choses, alors que moi j'essaye de vous dire qu'au niveau en tout cas des appareils politiques, on est plutôt dans une phase d'abstentionnisme, parce que c'est trop dangereux et trop difficile de faire des choses. Donc je sens qu'il y a un vrai décalage, mais on peut en parler. Mon troisième point, c'est un peu, alors là pour résumer ce que je dis dans l'article de mon propre article dans la revue Esprit, que j'ai appelé la mondialisation politique n'existe pas. C'est-à-dire j'ai essayé de montrer quels étaient les effets de la mondialisation économique sur l'Occident et sur les interventions militaires. Mais je voudrais aussi insister sur le fait qu'il y a quand même une très grande étanchéité entre le monde économique et le monde politique. Il y a une mondialisation économique qui est une réalité et qu'on peut trouver une opportunité ou au contraire considérer comme un risque pour nos vieilles démocraties. Mais en tout cas, c'est une réalité que l'on peut décrire. Et énormément de travaux d'économistes existent expliquant ce qu'est la mondialisation financière, boursière, les pays émergents, les BRICS et tout ce que vous voulez. Mais à côté de cela, il y a un monde politique qui est totalement différent, qui est sur une autre planète, qui est parfaitement étanche. Et moi, ce qui m'a frappé et que j'ai essayé de montrer dans cet article, c'est à quel point la mondialisation économique a du mal à imprégner l'évolution des relations politiques entre les 192 États de la planète. Alors, je m'explique. On a aujourd'hui, sur le plan purement stratégique, non pas un système politique, mais une multitude de systèmes politiques. On a plutôt une juxtaposition de strates, de couches stratégiques. On a une situation européenne, un contexte de sécurité propre
à l'Union européenne, enfin au continent européen. On a une situation moyen-orientale, on a une situation asiatique, on a un contexte de sécurité africain, et toutes ces équations régionales sont étanches les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire, contrairement à ce que l'on croyait, selon lequel, ou contrairement à l'adage qui dit que la mondialisation unifie le monde, la mondialisation unifie le monde sur le plan politique, mais elle accroît la mondialisation unifie le monde sur le plan économique, mais elle accroît au contraire la disparité et la différenciation sur le plan politique. Et on a aujourd'hui une juxtaposition de contextes stratégiques très différents, et cette différence fait que non seulement c'est difficile de donner une vision globale du monde, mais surtout la différenciation entre ces différentes régions fait que la notion même de solidarité politique a explosé. C'est très difficile aujourd'hui de se sentir solidaire des questions de sécurité en Asie ou des questions de sécurité au Moyen-Orient, parce qu'il y a une très grande spécificité de tous ces théâtres régionaux, et ils ont très très peu de liens les uns aux autres. Paradoxalement, le seul lien qui pourrait unifier le monde sur le plan politique, ce serait le terrorisme intégriste islamite. C'est le seul qui arrive à peu près dans son discours anti-mondialisation, anti-occidental, antisémite, etc. C'est le seul, paradoxalement, c'est le seul lien négatif entre des théâtres stratégiques qui sont quand même extrêmement différents les uns les autres, ce qui, encore une fois, accroît la volonté d'abstention des Occidentaux, parce que l'idée, c'est à peu près de faire des cordons sanitaires sur chaque zone, de façon à éviter que ça ait trop d'implications sur notre propre sécurité. Donc ça, je crois que c'est différent, et on a non seulement une juxtaposition de zones stratégiques, mais de temps stratégique. Monsieur Poutine est au 19e siècle, dans un système de rapport de force du 19e siècle, mais il est en même temps au 21e siècle, parce que pour l'économie, en particulier gazière et énergétique de la Russie, il a besoin de la mondialisation. Mais il est absolument dans les deux systèmes de pensée. Les Européens, eux, l'Union européenne, nous sommes dans le 23e siècle, c'est-à-dire une réflexion totalement irénique selon laquelle on est dans un monde post-national, post-rapport de force, le commerce adoucit les mœurs et tout le monde sera un jour membre de l'Union européenne dans une espèce d'immense marché jusqu'à Vladivostok, une espèce de rêve qui est utile pour, comme moteur, mais qui est quand même totalement irréaliste quand on regarde la réalité du monde. Donc ça, c'est le premier point, une très grande étanchéité des zones entre elles, et donc qui rend difficile la solidarité stratégique, beaucoup plus difficile qu'avant. Dans le système de la guerre froide, c'était un système éminemment dangereux, mais où la solidarité était immédiate, c'est-à-dire comme les États-Unis et les Soviétiques se partageaient le monde, si les Américains faisaient quelque chose contre les Soviétiques en Angola, ça avait des répercussions immédiates sur la stabilité mondiale. Aujourd'hui, on essaye au contraire de maintenir, d'accroître l'étanchéité entre ces différentes zones, parce que justement, personne ne sait comment gérer l'ensemble du système. Et le deuxième point, je crois, c'est que qu'il faut retenir, c'est que alors que la mondialisation économique unifie les hommes, unifie les marchés, unifie les communications, les cultures. Je regardais les chiffres d'Internet, il y avait 1,6 million de gens connectés en 1976. Il y en avait 1,6 milliard en 2006, il y en a 3 milliards aujourd'hui. Donc 40% de la population mondiale aujourd'hui sait ce qui se passe à l'extérieur. Et donc ça, la mondialisation économique est un phénomène d'uniformisation extraordinaire de la planète. Mais à côté de cela, le commerce n'adoucit pas les mœurs. Et contrairement à ce que l'on pense, la mondialisation économique n'empêche absolument pas l'éclatement des rapports de force. Donc le meilleur exemple, c'est la Russie de Poutine, qui a éminemment besoin des marchés occidentaux pour la livraison de son pétrole et de son gaz. Et malgré tout, il y a des vrais casus belli. Les Russes, Poutine est très clair, si l'OTAN déploie un soldat sur le territoire de l'Ukraine, c'est un casus belli comme on en connaissait au XIXe siècle, les dissuasions nucléaires ou pas, les Russes ne laisseront pas faire, ce qui était déjà le cas en 2008
pour la guerre en Géorgie? Pourquoi ce sont les Européens qui sont intervenus pour faire de l'interposition entre les Russes et les Géorgiens? C'est parce que le pouvoir russe de l'époque avait dit il est hors de question qu'un seul soldat américain aille sur un territoire de l'ex-Union soviétique, la Géorgie étant un territoire ex-Union soviétique, donc il ne fallait pas, c'était un casus belli. Donc c'est pour cela que l'Union européenne a fait ce que les Américains et l'OTAN ne pouvaient pas faire aux yeux des Russes. Et donc on a, une permanence du jeu des rapports de force que la mondialisation la plus exacerbée ne change absolument pas. Pareil pour les relations entre la Chine et les États-Unis. Les Chinois possèdent à peu près aujourd'hui un quart de la dette américaine. Et on pourrait penser que cette interdépendance économico-monétaire est un facteur de paix définitif. Pas du tout. Les Chinois sont très clairs que le jour où les États-Unis annexent Taïwan ou le jour où Taïwan va trop loin dans sa revendication indépendantiste vis-à-vis de l'Empire, eh bien c'est un facteur de guerre, de même que la possession d'îlots, de cailloux inhabités en mer de Chine est un sujet de guerre, et les Chinois sont très clairs qu'ils ne transigeront pas là-dessus, quels que soient les risques de faillite qu'ils endurent s'ils se mettent à vendre immédiatement le quart de la dette américaine qu'ils possèdent. Donc, non seulement le commerce n'adoucit pas les mœurs, mais dernier point, et je termine là-dessus, la démocratie n'est pas au bout du chemin de la mondialisation. C'était l'article que vous connaissez tous de Francis Fukuyama dans les années 80, où il disait « c'est la fin de l'histoire. La mondialisation, c'est génial parce que c'est la fin de l'histoire. Ça va enrichir la planète entière, donc à terme, il n'y aura plus de pauvres. Et puis, comme tout le monde sera riche, il y aura des classes moyennes partout, accumulation du capital partout. Et donc, petit à petit, les acteurs économiques demandent la liberté politique, ce qu'on apprend dans toutes les bonnes écoles depuis le XVIIIe siècle. Et donc, un jour, la démocratie sera partout, y compris en Chine. Et la conclusion, c'est donc la fin de l'histoire. Or, ce que l'on voit, c'est qu'il y a là aussi un mur absolu entre le développement économique des États et la démocratisation des États. Et l'un n'implique pas l'autre. Il n'y a aucun progrès démocratique en Chine. Il y a même une régression démocratique en Russie et dans un certain nombre d'autres pays. Et quant au printemps arabe, à part peut-être la Tunisie, on n'est absolument pas certain que tout cela entraîne une démocratisation progressive de ces régions. Et donc la démocratie n'est pas au bout du chemin de la mondialisation. Moi, je crois que c'est plutôt l'inverse. La mondialisation se satisfait parfaitement de régimes autoritaires à condition uniquement que le droit des affaires soit assuré sur toute la planète. Mais pour le reste, la mondialisation rend au contraire l'expression des dictatures et des régimes autoritaires parfaitement compatible avec l'enrichissement des peuples, et ça c'est parfaitement nouveau sur la scène internationale. Donc je termine sur ce point. Je crois qu'il y a une question démocratique qui est dans cette prévision. C'est pas simplement la guerre et la paix, c'est aussi une question sur l'avenir de la démocratie, et en particulier chez nos vieilles démocraties. Pour plein de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais la question de la démocratie, elle est ouverte chez nous, parce que nous sommes en voie quand même de, entre guillemets, paupérisation relative, parce que nous sommes vieillissants, très vieillissants, parce que nous sommes moins peuplés qu'avant, parce qu'il peut toujours avoir un attentat qui fait très peur et qu'on se protège de l'extérieur, et donc parce que les mouvements anti-européens, xénophobes, ont de beaux jours devant eux, dans cette situation quand même assez anxiogène que j'ai décrite. Donc la question de la démocratie, elle est posée non seulement sur les pays émergents comme la Chine, etc., mais elle se pose aussi sur les vieilles démocraties, et ça aussi, c'est un des impacts un peu négatifs quand même de la mondialisation. Je suis désolée parce que j'ai été très lente, et je suis désolée parce que je m'aperçois surtout que je n'ai strictement rien dit de positif sur ce système international, sauf qu'il est complexe, qu'il est différent, que nous n'avons pas d'instrument d'anticipation, mais que c'est le monde tel qu'il est, malheureusement, et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Merci beaucoup.